je suis Julien Kouchner, je suis président des activités médias d'Europa. Donc ici, vous êtes chez Europa. Qu'est-ce que c'est que Europa? Parce que vous connaissez tous la semaine vétérinaire, le point vétérinaire, la pratique vétérinaire équine, mais vous ne connaissez peut-être pas Europa. Donc Europa, c'est un groupe qui date de 1987 et qui s'est constitué progressivement pour devenir le leader de l'information et de la formation des professionnels de santé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait des congrès, ça je ne m'en occupe pas, et on fait de l'information des médias, dont la plupart des médias en santé animale, parce que pour moi, pour nous, la santé animale est tout à fait constitutive de la santé au sens large. Et donc, nous avons la chance et le privilège d'avoir la plupart des titres et de pouvoir dialoguer avec vous, professionnels de santé animale. Moi, je vais m'arrêter là, quasiment. Je vais passer la parole à Bernardo Galitelli. Bonjour à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui grâce à deux rédactions des publications de notre groupe qui sont la Semaine vétérinaire et Pratique vétérinaire équine. Pratique vétérinaire équine, vous savez, c'est l'organe de l'ABEF dont nous sommes l'éditeur délégué depuis de nombreuses années. Et plus particulièrement, nous sommes ici aussi à l'initiative de Marine Neveu, directrice des rédactions du pôle vétérinaire de notre groupe, et de Margarita Manfrin, qui est la rédactrice en chef des pratiques vétérinaires équines. Elles vont animer les tables rondes de ce soir, qui sont programmées ce soir, et qu'elles soient remerciées pour nous avoir réunis aujourd'hui. Je voudrais aussi saluer la présence de nos partenaires. D'abord, la Ligue française pour la protection du cheval, à laquelle se sont ajoutées des entreprises comme Lambé, spécialiste de la nutrition animale, Kitvia, concepteur et fabricant de matériel d'analyse et diagnostic, et des Poulno Assurance. Nous les remercions tous de leur collaboration et de leur soutien à la réalisation de cette soirée. La tenue prochaine des Jeux olympiques et paralympiques à Paris a donné l'opportunité aux rédactions de la Semaine vétérinaire et des pratiques vétérinaires équines de traiter à travers des numéros spéciaux deux sujets qui sont au cœur de la pratique des sports équestres. La préparation du cheval des sports, notamment celui de la haute compétition, et les conditions dans lesquelles cette pratique doit se situer pour préserver le bien-être de celui qui n'a pas particulièrement demandé sa participation, c'est-à-dire le cheval. Madame Neveu et Madame Manfrin ont réalisé deux excellents numéros que je pense que vous avez entre les mains. Cependant, nous le savons, deux numéros spéciaux ne sont qu'une invitation à aborder ces sujets tant ils sont vastes. Nous avons alors invité d'éminents spécialistes du monde vétérinaire et du cheval afin d'élargir le traitement en bénéficiant de leurs connaissances. Je les remercie de leur présence, mais je laisse à Marine et à Margarita l'honneur de les présenter. Une des particularités des sports équestres est qu'ils permettent la participation de deux espèces animales, Equus caballus et Homo sapiens, mais aussi que dans sa pratique, l'égalité homme-femme est respectée. Sûrement pas depuis les débuts des Jeux olympiques, mais au moins depuis les années 50 du XXe siècle. Je crois que les Jeux olympiques et paralympiques, c'est la seule discipline avec deux espèces animales. Mais l'existence même des Jeux olympiques doit beaucoup au cheval. Le récit mythologique grec nous dit que c'est Pélops. C'est lui-même qui donna le nom au Péloponnèse, qui est à l'origine des Jeux olympiques. Sans entrer dans les détails, tombé amoureux d'Hippodamie, la fille de Eumanos, roi des Pises en Lydie, pas en Italie, il a dû vaincre celui-ci dans une course des chars, avec un déroulement très controversé. Il fut vainqueur et eut la main d'Hippodamie. C'est pour célébrer cette victoire qu'il aurait instauré les Jeux olympiques. Les courses des chars et des chevaux montés furent inscrites dès les premiers Jeux parmi les 10 disciplines intégrées. Nous avons construit notre monde pendant des millénaires sur le dos du cheval, ce qui explique la charge émotionnelle et symbolique
que nous entretenons avec lui. Mais les jeux sont les jeux. Plus vite, plus haut, plus fort. Et alors, si nous voulons que les sports équestres perdurent, et avec eux, prolonger un si particulier rapport au cheval, la préparation, la pratique sportive et la recherche de la performance doivent se conjuguer avec le respect de l'intégrité physique de l'espèce et les conditions d'épanouissement naturel dues à tout être sensible. Pour cela, nous savons des professionnels qui, par leur savoir et leurs principes, sont à l'origine des principales avancées dans ces domaines, et nous n'en doutons pas qu'ils sauront donner l'inflexion définitive à ces mouvements commencés depuis que la profession existe. Je parle bien entendu des vétérinaires, et dans les cas qui nous occupent, plus particulièrement des vétérinaires au cœur des Jeux olympiques. L'avenir olympique des sports équestres est un jeu. C'est de cela que nous allons débattre ce soir. Merci de votre attention. Je vais passer la parole à Madame Céline Mespoulès-Rivière de l'ABEF, qui est un peu coordinatrice avec nous de cette soirée. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors, je vais faire beaucoup plus court et beaucoup moins étayé au point de vue littérature et histoire. Effectivement, je suis l'administratrice de l'AVEF, l'Association vétérinaire équine française, et présidente du conseil scientifique et pédagogique. Et à ce titre, nous avons une collaboration étroite avec les éditions du Point Vétérinaire dans le cadre de la préparation et l'élaboration des numéros de pratique vétérinaire équine. Je tiens à souligner le travail remarquable que fait Margarita, ici présente. Je pense qu'on peut l'applaudir. En termes de coordination, parce que c'est pas facile de faire travailler des vétérinaires en temps et en heure, je suis bien placée pour le savoir, et je me mets dans le lot. Donc effectivement, nous espérons que cette collaboration continuera pendant encore longtemps, avec éventuellement des nouveaux développements, par exemple le numérique, à l'instar d'autres revues de littérature internationale. Par ailleurs, en ce qui concerne l'AVEF, l'AVEF est également membre du comité éthique bien-être pour les JOP, et c'est un petit peu ce dont il s'agit ce soir. On va parler préparation du cheval de sport, c'était le thème du numéro que vous avez dans les sacs qui vous sont distribués. Et donc, à l'occasion des 2 tables rondes qui sont présentées, ça permettra d'insister sur le rôle du vétérinaire. C'est la raison pour laquelle l'AVEF voulait faire partie de ce comité, à l'instar d'autres instances institutionnelles, comme l'IGTV, l'IFCE, de façon à ce que la profession soit représentée en outre, ou plus exactement en supplément des instances officielles qui sont prévues sur ce type d'événement, afin d'assurer une autre vue et puis des échanges et une organisation la plus optimale possible, parce que c'est ce qu'on cherche dans le cadre des JOP, qui sont un événement exceptionnel et extrêmement observé. Donc je vous souhaite à tous une très bonne soirée et profitez des échanges qui vont avoir lieu dans ces 2 tables rondes. Merci. Bonsoir à tous et à toutes et à tous. Je suis ravie d'introduire et animer cette première table ronde qui s'inscrit dans la continuité du dernier numéro de Pratique vétérinaire équine sur la préparation du cheval de sport. C'est un thème fondamental car pour que le cheval atteigne de bonnes performances, il faut qu'il soit dans la meilleure condition physique et mentale. Le vétérinaire ainsi joue ainsi un rôle crucial parce qu'il est garant de son bien-être. J'ai le plaisir d'avoir avec moi 3 expertes d'exception pour aborder ce sujet passionnant. Donc, Julie Devilliers, vétérinaire spécialiste en médecine interne équine. Son parcours extrêmement différencié lui permet d'avoir une approche globale du cheval. Elle a fondé sa propre société et exerce son activité de suivi sportif et de médecine interne à 100% sur le terrain. Elle est vétérinaire pour les JO et elle vient d'intégrer l'équipe des vétérinaires fédéraux qui sont chargés du suivi des chevaux de saut d'obstacle de l'équipe française. Emmanuel Van Erck-Westergren, vétérinaire spécialisé en médecine interne et médecine sportive équine. Après 10 ans dans le milieu académique, elle a fondé aussi sa propre société et spécialisée dans le suivi sportif et médecine interne et se déplace à travers l'Europe. Elle mène également des recherches et elle vient de coéditer
la 3e édition de l'ouvrage des références internationales de médecine sportive. Aude Gaël Heinzmann, vétérinaire spécialiste en pathologie locomotrice équine. Elle s'est formée au CIRAL et ensuite elle a rejoint la clinique de Grosbois où elle est associée depuis 2013. Elle est certifiée de l'ISELP, la Société internationale de pathologie locomotrice équine, et elle est diplômée d'un DE de cynoséologie, physiothérapie et réadaptation fonctionnelle option équine. Et pour CJO de Paris, elle sera administratrice de la clinique vétérinaire. Donc merci à toutes les trois d'être là pour aborder ce sujet passionnant. Donc voilà, vous avez un micro chacune. On a dit que le bien-être est un prérequis à la performance. Donc Julie, quelle est ton approche pour allier bien-être et performance dans le suivi des chevaux? Alors, merci de nous accueillir ici et merci à tout le monde d'être là. Je crois qu'on commence fort là, avec cette question-là, mais qui va être centrale. Je pense qu'on va débattre un petit peu plus là-dessus, mais pour moi, il y a 2 aspects. Le premier, c'est peut-être le fait qu'effectivement, un cheval ne sera performant, surtout à haut niveau, que si on respecte ses besoins physiologiques et psychologiques, si on peut dire, mentaux. Parce que sinon, il n'ira pas faire ce qu'on lui demande, surtout à haut niveau. Il ne va pas aller sauter des montagnes, il ne va pas effectuer le mouvement qu'on lui demande. Il faut qu'il n'ait pas de douleur et il faut qu'il soit bien dans sa tête. Donc déjà, d'un point de vue médical, on est obligé d'avoir un cheval en santé pour pouvoir aller faire ce genre d'épreuves, surtout à ce niveau-là, et surtout dans des carrières qui sont longues. Parce que le cheval de sport, c'est un cheval qu'on construit sur des années et des années, voire 10 ans pour certains. Et après, il y a l'autre aspect, peut-être qui est un peu à la mode, entre guillemets, en tout cas qui a été mis sur le tapis par la population générale qui nous observe et qui remet en question certaines pratiques. Et ça, je pense qu'il faut qu'on reste ouvert à ça et qu'on ne se ferme pas les yeux et qu'on prenne le problème à bras-le-corps. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire ce soir pour se poser la question de qu'est-ce qu'on peut améliorer et peut-être aussi beaucoup communiquer et éduquer à tous les niveaux pour que certaines pratiques qui ont eu lieu, il ne faut pas se le cacher, n'aient plus lieu, et pour qu'on puisse continuer à faire ce sport qui est quand même assez magnifique. Oui. Et comment on fait quand il y a des signes subcliniques, quand le cheval ne montre pas forcément sa douleur ou il montre la douleur à travers des signes subcliniques? Alors, le cheval étant une proie dans la nature, il ne va pas montrer beaucoup effectivement ses signes de douleur parce que ça peut le désigner comme une proie facile pour les prédateurs. Donc le cheval va beaucoup moins exprimer sa douleur, beaucoup moins ouvertement qu'un carnivore, par exemple. Il ne va pas gémir. Voilà. Donc, sauf si quelqu'un a entendu un cheval gémir, mais c'est rare. Donc en fait, il faut être très attentif à des petits signes. Et alors, on verra si tout le monde partage mon idée, mais je pense que pendant très longtemps, il y a eu des hommes de chevaux, des femmes de chevaux, des familles d'hommes de chevaux qui transmettaient leur connaissance des chevaux, de père en fils, de mère en fille, et qui étaient sensibilisés à tout ça. Et la société a un peu changé, et on arrive dans le monde du cheval, il y a plein de gens qui arrivent et qui n'ont pas forcément cette culture-là. Et j'en fais partie, hein. Moi, mes parents, ils n'ont rien à faire avec les chevaux. La première fois que mon père a vu mon cheval, il s'est fait mordre le doigt. Bon, il n'a pas trop aimé. Non, mais, et du coup, on apprend à monter à poney, mais il faut aussi apprendre à connaître les chevaux et être attentif aux petits signes qui vont montrer que le cheval ne va pas bien. Et ça, il faut qu'on l'apprenne. Il faut qu'on l'apprenne nous, et il faut qu'on l'enseigne aussi, je pense. Et les éthologues nous aident beaucoup là-dessus. Oui. Effectivement, il y a plusieurs intervenants, Manuel, autour du cheval. Avec quels intervenants tu interagis dans ta pratique? C'est vraiment très très important de se rendre compte que la performance sportive, c'est un travail d'équipe. Et autour du cheval, on a forcément le cavalier, le propriétaire qui prennent des décisions importantes. Il y a aussi, pour moi, essentiel les grooms ou les palefreniers qui sont au quotidien avec les chevaux, qui regardent comment les chevaux dorment, mangent, urinent, crottinent. Tout ça, c'est des éléments très, très importants parce que dès qu'il y a un petit changement de comportement qui peut être vraiment le premier signe que quelque chose ne va pas, il faut que quelqu'un puisse identifier ça. Donc, toutes les personnes qui sont autour du cheval à l'écurie sont très importantes. Et ensuite, je crois que ce qui s'est développé ces dernières années, c'est plus de métiers du cheval qui se sont réunis autour du cheval et du cavalier pour l'aider. Donc,
forcément les maréchaux, les vétérinaires, les personnes qui font de la physiothérapie ou de l'ostéopathie. Ce que j'ai trouvé intéressant, en tout cas moi dans ma pratique, c'est qu'il y a une évolution. On n'appelait plus nécessairement le vétérinaire en premier lieu, on faisait venir quelqu'un qui manipulait le cheval. Et je pense que tout ça, c'est dans un esprit d'essayer de récupérer ces signes subtils, subcliniques. C'est devenu monnaie courante maintenant de faire appel justement à quelqu'un qui va masser le cheval ou le manipuler et du coup repérer des nœuds qui ne seraient pas nécessairement repérables par ailleurs si on ne va pas palper. Donc je trouve que c'est très sain qu'il y ait ce retour à l'essentiel et pour nous vétérinaires, c'est sûr qu'on a un arsenal de techniques hyper intéressantes pour pouvoir aller un petit peu plus loin, donc des échographies, de la radio, IRM, scanner, etc. Mais si on ne regarde pas les chevaux au quotidien, tout ça, ça ne sert à rien, en fait. Il faut vraiment être attentif. Alors, comme Julie le disait, comme c'est quelque chose qui est revenu un petit peu à la mode, on a maintenant des éthologues qui nous donnent des grilles pour pouvoir interpréter les signes, les expressions de douleur ou d'inconfort ou de mal-être des animaux. On l'a fait pour les chiens, les chats, on le fait pour le cheval aussi. Et donc, c'est important que maintenant, avec toute l'information qui circule très librement, les personnes qui sont autour du cheval aillent s'intéresser à quel est le visage de douleur d'un cheval. Moi, si j'ai une expression faciale particulière, elle va signifier quelque chose à la personne, à mon interlocuteur en face. Le cheval parle tout le temps, il parle avec son corps et c'est important de pouvoir traduire ça. Alors forcément, il faut le traduire de manière la plus objective possible parce que quand on parle justement le cheval n'a pas choisi de faire du sport. Le cheval, en milieu naturel, c'est un sportif. Il est né sportif, il se développe. Et plus il est sportif, et moins il est à risque d'être une proie, justement. Donc, naturellement, les chevaux ont une propension à l'activité sportive. Et c'est intéressant aussi, toutes ces grilles de lecture, de confort et tout ça. Les chevaux montrent des signes d'inconfort parfois, mais ils montrent aussi des signes de confort ou d'enthousiasme et de plaisir. Ouais. Et pour un peu retrouver un équilibre dans le débat, je pense qu'il ne faut pas négliger ces aspects-là aussi, parce que les chevaux sont contents de sortir, de faire des galops. Et voilà. Et le tout, c'est d'être, nous, cavaliers sur le dos du cheval, respectueux et sentir la manière dont il se déplace, est-ce qu'il est délié, est-ce que ça se passe bien. Et si on a un doute ou on n'est pas capable, eh bien maintenant, on a non seulement des personnes qui peuvent nous aider à interpréter ces données-là, et les vétérinaires que nous sommes en font partie, mais on a aussi tous des objets connectés qui permettent, quand on n'est pas sûr, d'avoir vraiment de manière objective la réponse du cheval au travail. Est-ce qu'il se sent bien? Est-ce qu'il évolue bien, normalement? Un peu comme on le fait avec d'autres athlètes, comme les rugbymen ou les footballeurs qui ont des suivis avec des tests à l'effort. On regarde les chevaux à l'effort aussi et on mesure comment ils répondent à cet effort. Ouais. Oui, Mani, il y a plusieurs intervenants autour du cheval. Est-ce que, Aude, le travail d'équipe est toujours efficace? Quels sont les prérequis pour que le travail d'équipe soit efficace aussi? Alors, je vais rebondir sur ce que disait Emmanuel. Je pense qu'effectivement, l'équipe autour du cheval, notamment groom et cavalier, est essentielle parce qu'ils vont nous fournir des informations complémentaires, ce qui est sûr. Et aussi rebondir sur le fait que les chevaux, ils s'amusent, en règle générale. Le cheval, comme je disais Julie, s'il n'a pas envie d'y aller, s'il a mal, on pourra faire tout ce qu'on veut, on ne pourra pas le forcer. Donc, d'ailleurs, ça peut être un des signes subcliniques de douleur, c'est que le cheval, il va se mettre à s'arrêter, se décaler. En dehors de la grille d'éthologie, le cavalier va pouvoir nous décrire des éléments qui vont nous faire dire que, effectivement, le cheval, il n'est pas à 100%, et qu'il va peut-être falloir qu'on cherche un problème physique, une explication à pourquoi le cheval, il s'amuse moins que d'habitude à aller sauter des obstacles.
Pour ce qui est de l'équipe, alors effectivement, moi je rebondirai plutôt sur, je parlerai un peu du maréchal parce qu'effectivement c'est plus mon domaine, et ça permet de dire qu'effectivement au sein de cette équipe, il faut vraiment une bonne communication. Parce que malheureusement, si la communication ne passe pas, on peut arriver à des catastrophes avec le cheval qui se retrouve avec une serrure complètement contraire à ce dont il a besoin, et plutôt aggraver le problème, alors que l'objectif, c'était de le régler. Oui, merci. Et d'autres intervenants peuvent être aussi des personnes qui exercent des médecines complémentaires. Du coup, je voulais savoir quel ressenti vous avez en tant que vétérinaire par rapport aux médecines complémentaires. Julie, est-ce que tu es favorable? Est-ce que tu trouves des effets Moi, j'ai l'impression que j'ai les questions qui tuent à chaque fois, là. Je défriche. Je pense Je que le poserai aux autres aussi. Oui. Non, mais chacun va donner son avis, mais je pense que c'est une très bonne question et qu'elle est très bien posée. On parle de médecine complémentaire, et c'est comme ça qu'elle devrait être présentée, c'est-à-dire que c'est, en tout cas, quand on veut s'en servir, il faut utiliser des médecines qui ne vont pas à l'encontre, ou en tout cas qui ne sont pas présentées comme allant à l'encontre de notre médecine plus classique, qu'on a appris ici, occidentale. Mais je pense qu'on a tout à gagner à rester ouvert à ce genre de choses. Et qu'il il faut pas être trop les sachants hautains qui regardent un petit peu de haut des gens qui viennent avec des idées, sous prétexte qu'elles n'ont pas encore été prouvées, qu'il y a des choses qui ne sont pas prouvées et qu'on va peut-être prouver, comme l'acupuncture. On se rend compte que la science actuelle est en train de montrer certains effets de l'acupuncture qui sont décrits et observés par les Chinois depuis 2000 ans, mais que nous, on n'arrivait pas à montrer. Donc je pense que ce sera vrai pour d'autres choses. En revanche, je pense qu'on a une culture scientifique et un esprit critique en tant que vétérinaire dû à notre formation qu'on doit utiliser pour mettre des garde-fous, pour conseiller les gens et pour éviter de les laisser aller avec des gens qui vont aller contre le bien-être des chevaux, parce qu'il y a ça aussi. Il y a aussi si quelqu'un arrive en proposant d'arrêter tous les traitements mis en place parce qu'il va soigner le cheval uniquement en regardant sa photo, par exemple, je pense que là, il y a quand même une question à se poser et peut-être dire aux gens qu'on n'est peut-être pas sur la bonne voie. Et je pense que les bons praticiens dans toutes ces médecines complémentaires, moi je rencontre quand même pas mal, et ce n'est pas des gens qui vont aller à l'encontre de ce qu'on fait. Là où c'est intéressant, c'est quand leur diagnostic et notre diagnostic concordent et qu'on va pouvoir essayer d'agir ensemble. Et un dernier point, c'est que je pense que notre médecine occidentale est excellente dans tous les cas aigus. Je veux dire, si on fait un infarctus, il ne faut pas aller voir son acupuncteur, hein, il faut aller à l'hôpital. Mais pour tout ce qui est maladie chronique, et que ce soit en humaine ou dans les chevaux, je pense que ces médecines peuvent apporter quelque chose et qu'il ne faut pas se fermer. Et est-ce qu'elles sont toujours bien accueillies par les cavaliers et les propriétaires? Ouais, je pense que c'est plutôt eux qui sont demandeurs. Ils sont demandeurs. Surtout s'il y a un petit côté magique, ils adorent. Oui, parce que vous savez que les coliques peuvent se soigner au pendule aussi. Est-ce que ça marche? Le problème, de temps en temps, ça fonctionne et on est bien embêtés en fait. Parce que les coliques peuvent aussi se guérir toutes seules. Oui. Et je voulais savoir par rapport au suivi du cheval, Emmanuel, dans ton suivi médical, est-ce que tu utilises des examens complémentaires? J'imagine que tu utilises des examens complémentaires. Comment tu les utilises? Du coup, est-ce que tu fais un bilan au début? Comment tu utilises l'examen? L'idée, c'est de regarder le cheval dans son contexte. Donc, c'est d'essayer de regarder les chevaux quand ils sont soit en concours, et alors on a la chance d'avoir des vidéos, foison de vidéos, où on peut regarder comment le cheval se comporte. Si c'est un cheval d'obstacle, comment est-ce qu'il se comporte sur les obstacles? Est-ce qu'il se déporte systématiquement d'un côté? Est-ce qu'il atterrit toujours sur le même membre? Comment est-ce qu'il tient sa tête? Comment est-ce qu'il réagit au contact avec le cavalier? Tout ça, ça nous donne déjà une idée de ce qui se passe. Et puis ensuite, comme je disais, on a des outils complémentaires, des cardiofréquencements, des systèmes qui permettent de regarder l'électrocardiogramme. Maintenant, on a des systèmes qui sont très performants, qui permettent même de tout envoyer sur les... alors, je sais pas, je vais dire le cloud, mais je sais que les Français ont leur terme. Je comprends. Voilà. Et donc, du coup, même à distance, on arrive à garder un lien avec le cheval
Et du coup, ça peut initier une conversation avec le cavalier en disant « Écoute, j'ai vu que le cheval faisait ceci. Est-ce que c'est parce que toi-même, tu t'as fait une erreur ou est-ce que c'est parce que le cheval était moins bien ?» Et donc, ça, je trouve ça hyper intéressant d'utiliser ce genre d'outils connectés. Et alors après, évidemment, en fonction de ce qu'on trouve, on peut chercher à faire un test à la maison, refaire un test à l'effort et regarder en mesurant d'autres paramètres comment est-ce que le cheval se comporte et décider de faire des examens complémentaires. Et c'est vraiment intéressant parce que justement le dialogue avec le cavalier pour moi est essentiel parce que on a tendance à associer un cheval qui tousse, un cheval qui mouche, c'est un cheval qui a un problème respiratoire. Mais nous, les problèmes respiratoires se traduisent en premier lieu par un cheval qui fatigue. Et donc, si le cheval transpire, met du temps à récupérer, ça, pour moi, c'est un signe qu'il faut faire d'autres examens complémentaires et aller approfondir, éventuellement faire des prélèvements. Mais on part de l'observation et de la discussion pour aller vers des examens plus pointus en fonction de ce qu'on trouve. Et il ne faut pas faire l'inverse. Il ne faut pas dire, on va screener le cheval de A à Z, faire dépenser beaucoup d'argent au propriétaire et essayer d'aller à la pêche, quoi. Quand on fait des prises de sang, parfois c'est un peu le cas. On se dit, on va faire une prise de sang pour voir ce qui se passe. Il faut déjà savoir un peu, avoir une idée de ce qu'on cherche avant d'aller à la pêche. Donc, voilà. Oui, bien sûr. C'est très rationnel. Et si pendant le suivi du cheval, il y a survient une lésion ou une infection, j'imagine évidemment que ça dépend du type de lésion ou d'affection et de la gravité elle-même, mais quel type d'approche du coup tu as? Est-ce que on passe directement aux médicaments ou est-ce qu'il est... Non, voilà. Non, c'est ça aussi, je pense, pour ça que les propriétaires se sont parfois tournés vers d'autres choses, parce qu'on avait tendance à... certains vétérinaires avaient tendance à faire énormément de médication de leurs chevaux, si c'est un terme utilisé. Mais je pense que justement, on ne peut pas aborder un problème respiratoire sans voir le contexte environnemental. On ne peut pas aborder un problème de colique récurrente ou bien de douleur gastrique sans aller regarder l'alimentation. Parce que ce qu'on veut, c'est pas trouver une solution ponctuelle, c'est vraiment accompagner ce cheval sur le long terme dans sa carrière. Et donc, il faut trouver qu'est-ce qui lui convient en termes d'alimentation. Parce que là encore, un aliment, ça se change sur au moins un mois de temps. Donc, il faut savoir analyser convenablement la ration, savoir comment le cheval est sur le plan physiologie digestive. Est-ce que c'est un cheval qui a tendance à prendre de l'embonpoint? Est-ce que c'est un cheval qui a tendance, au contraire, à perdre du poids quand il va en concours? Donc, c'est comme avec les gens. Il faut avoir une approche très individualisée et globale de l'animal pour faire au mieux pour lui. Oui, très et bien. Pas le mettre dans un panier. Voilà. Moi j'aurais peut-être une approche, parce que je le vois plus d'un point de vue locomoteur, une approche un petit peu différente justement dans le suivi longitudinal. Je trouve que c'est bien d'avoir un bilan de base en imagerie, de connaître le statut ostéo-articulaire du cheval, justement pour faire du préventif. Parce qu'un cheval à 5 ans, il peut avoir une arthropathie débutante des boulets, montrer aucun signe clinique, mais c'est mieux de le savoir à l'avance pour adapter le travail, la ferrure, les sols, ce qui permettra de ralentir l'apparition des douleurs. De la même manière, je pense que ça permet, si à un moment le cheval se met à boiter, d'avoir à un moment T comment est la radio et savoir si ça évolue. En plus, je trouve que... Oui, c'est ça, ça te permet de surveiller l'évolution. Et bien après, ça dépend de la pratique de chacun, mais c'est vrai que j'aime bien faire un suivi échographique des articulations pour voir s'il apparaît une effusion synoviale, parce qu'on ne voit pas, évidemment pas tout à la radio, mais à l'écho, on va pouvoir savoir si le cheval a une inflammation des gracets qui apparaît, une inflammation des pieds, et justement de voir comment le cheval évolue d'un point de vue physique, et de pouvoir anticiper les problèmes plutôt, parce que c'est plus facile de les anticiper une fois qu'ils sont présents. Ça peut être plus difficile de les régler. Et puis, une petite chose que je voulais aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, mais moi je suis plutôt d'un point de vue locomoteur et je me sens un peu seule
à côté de vous. Non, justement. Mais ce qui se passe, c'est que c'est important, je pense, de connaître les chevaux et leur évolution, parce que souvent, quand même, les cavaliers vont arriver en disant il a mal au dos. Il a souvent mal au dos, mais... Voilà, les idées préconçues. Voilà, les idées préconçues. Mais il faut savoir ce qui lui fait dire que le cheval a mal au dos. Parce qu'en fait, quand vous les écoutez parler, s'ils vous décrivent les signes pour lesquels ils pensent qu'il a mal au dos, c'est pas du tout ça. Un cheval qui va traverser les obstacles, fin de parcours, s'arrêter, en règle générale, c'est plutôt un problème respiratoire. Et si vous infiltrez le dos, il va pas aller mieux derrière. Donc, je pense... C'est pour ça que connaître le cavalier, connaître le cheval dans le suivi longitudinal, c'est super important pour justement identifier les problèmes correctement. Et est-ce qu'il y a des différences dans ta prise en charge, dans ton suivi, selon la discipline du cheval? Oui, parce qu'effectivement, en fonction des disciplines, les contraintes ne vont pas être les mêmes sur les chevaux, hein. Un cheval de saut d'obstacle va avoir facilement mal aux pieds. Le cheval de dressage, on va peut-être aller plutôt regarder ses cervicales basses si on le sent pas bien. Donc effectivement, je pense que c'est bien d'avoir une connaissance de la discipline pour connaître les fragilités induites par ces disciplines sur les chevaux. Oui. Et toi, Julie, est-ce que tu as des examens en particulier que tu fais lors du suivi de cheval, surtout au début? Alors, avec le temps, j'ai l'impression de me rapprocher des orthopédistes, tu vois. Non, mais je me suis rendu compte que sur certaines choses, c'était bien d'avoir aussi une idée de base du cheval, surtout en début de saison. Alors moi, c'est plus à ça que je pense, au début de saison. Et je pense par exemple aux prises de sang. C'est-à-dire, si on fait des analyses sanguines que le jour où le cheval présente un problème, on ne va pas savoir quelles sont ses valeurs normales à lui, en termes de globules rouges, de globules blancs, d'enzymes hépatiques, parce que on a des valeurs normales, mais qui finalement sont assez larges, qui ont été établies pour une population donnée, sur un appareil donné, et on peut avoir un cheval complètement normal qui va être un peu à l'écart de ces valeurs-là. On sait que les valeurs normales couvrent 90% de la population. Donc, il y a déjà 10% des chevaux qui ont été testés qui ont des valeurs en dehors des valeurs normales du labo. Et donc, en fait, il faut vraiment avoir des valeurs de base pour un cheval, et ça, c'est hyper précieux, je m'en suis rendu compte. Donc déjà, d'avoir cette image-là des chevaux. Et après, je pense que, alors c'est moins spécialisé qu'en orthopédie, mais il y a certaines disciplines pour lesquelles il faut que les appareils fonctionnent à 100%. Je pense au cheval de complet, où là, il faut vraiment que d'un point de vue cardio et respi, ça fonctionne bien, sinon ça se ressent. On n'est pas sur un parcours de 3 minutes avec 12 obstacles, on est sur 10 minutes. Le cheval de dressage, ça se verra moins. Et voilà. Par contre, le cheval de dressage a très souvent des ulcères gastriques. Donc, c'est des choses qu'on va peut-être surveiller un petit peu plus selon les disciplines. Voilà. Emmanuelle, elle a dit qu'elle utilise pas mal les objets connectés. Est-ce que dans ton suivi aussi, tu en utilises? Oui, je pense que les premiers objets connectés, c'était vraiment pour le diagnostic. Par exemple, notre ECG, on n'a plus le CG papier avec le cheval relié par des fils à la machine. On a un ECG qui est sur le cheval et qui envoie les données à une tablette. Donc déjà, ça, les gens, ils regardent, ils trouvent ça génial. C'est l'ancêtre de l'objet connecté. Et après, si, on l'utilise, enfin, moi, j'utilise pour le suivi des chevaux, mais Emmanuelle va en parler parce qu'elle l'utilise beaucoup aussi. Quand on a des chevaux qui sont loin et qu'on veut les suivre à distance, notamment les chevaux, je reviens aux chevaux de complet, mais ils ont beaucoup de travail de fitness à faire, c'est bien d'avoir des données, pas seulement quand on est là, et donc d'avoir des données à distance. Qu'est-ce que les cavaliers, est-ce qu'ils les utilisent aussi eux-mêmes? Alors oui, l'idée c'est qu'ils les utilisent quand on n'est pas là justement, mais ça nécessite d'une part qu'ils adhèrent au projet, et pour ça il faut les persuader que c'est intéressant. Ça vient, ça prend du temps. Et la deuxième chose, il faut que ce soit facile. Et j'avoue, si on prend, on peut citer des marques ou pas? 3, c'est ça? Non, disons qu'il y a l'ancêtre des objets connectés qu'on a beaucoup utilisé, qui nécessitait de brancher la montre sur l'ordinateur, de machin. Ça a été, j'ai jamais réussi à le mettre en place sérieusement chez des gens qui n'étaient pas convaincus eux-mêmes. Et maintenant, on a des systèmes beaucoup plus faciles qui font l'envoi de données sur le cloud à travers le téléphone. Donc, on n'a plus besoin d'être scotché à l'ordinateur pour le faire. Donc, ça change tout. Après, j'imagine qu'il y a des prérequis. Tous les objets connectés ne s'équivaut pas. Qu'est-ce qu'il faut regarder pour choisir? Qu'est-ce qu'il faut être sûr qu'il... En fait, on a des objets connectés qui sont multifonctions. Donc, on ne regarde pas juste un aspect des choses. Par exemple, le cardio-fréquence-mètre, il fait plus que ça. Le cardio qu'on utilise avec Julie, il fait et le cardio et le CG.
Donc ça, évidemment, le cavalier ne va pas regarder les ECG. Mais pour nous, c'est une donnée hyper importante parce qu'un cheval qui est en douleur, un cheval qui s'oxygène moins bien, un cheval qui a un problème cardiaque, toutes ces choses-là vont potentiellement donner des arythmies. Donc nous, en tant que vétérinaire, c'est une information supplémentaire. Ces objets connectés qui font qui donnent ces données-là ont aussi la vitesse. Donc pour des chevaux de complet, ça nous permet de savoir quel est le degré de travail qu'ils ont effectué. Et puis il y a des données de foulée, donc la fréquence des foulées, la longueur des foulées. Et un cheval qui va fatiguer va changer le pattern de ses foulées. Si vous avez un cheval qui s'exerce dans les mêmes conditions plusieurs fois par mois, vous avez moyen de suivre comment le cheval se comporte à la piste par rapport à l'effort qui lui est demandé. Et donc, c'est très puissant finalement parce qu'on a une connaissance qu'on n'aurait pas, nous, en tant que vétérinaire, parce qu'on n'est pas toujours là. Et puis, le cavalier, c'est la traduction de ce qu'il ressent aussi. Et comme je disais tout à l'heure, ça permet d'en discuter. Donc, c'est vraiment des outils qui nous permettent de faire beaucoup plus de prévention que ce qu'on ne faisait avant. Et on est en train de découvrir des trucs incroyables, très simples, oui. mais très efficaces. Après, il faut quand même être sûr qu'il y ait une validation scientifique. Oui, bien entendu. Mais là, je parle d'objets qui ont été validés scientifiquement. Oui, d'accord. Et si je reviens juste sur la question d'avant et en rapport avec ce que tu disais, pour qu'il soit utilisé par le cavalier, il faut qu'il soit convaincu. Et très souvent, les cavaliers, au départ, en tout cas, ne veulent pas regarder les données. En tout cas, moi, j'ai ça. Parce qu'ils veulent garder leur feeling. Ils ont peur qu'en regardant des données chiffrées, ils perdent leur feeling. Au début, j'étais là quand même. Mais en fait, le plus intéressant, c'est de comparer nos données objectives avec le ressenti du cavalier. Oui. Et ça, c'est très riche d'enseignement. Et à la fois pour eux et pour nous. Je donne un seul exemple, c'est un cheval qui travaillait clairement pas assez pendant les galops de préparation, mais il était un petit peu cabot, et du coup, il faisait penser à son cavalier que vraiment il était au bout du rouleau. Quand on regardait ses données, on disait bah non, là vraiment pas beaucoup. Et ça se ressentait parce que quand on le mettait sur une épreuve, il arrivait complètement cuit parce qu'en fait il travaillait pas fort à la maison. Et ça, pour le coup, c'était un truc sur lequel le cavalier s'était fait avoir entre guillemets par son cheval. Et l'objectivation des données nous a aidé à remettre le truc. Il s'est rendu compte en fait que. Ah oui, d'accord. Mais chez les athlètes humains, ils font beaucoup de questionnaires sur quel est votre ressenti, est-ce que vous êtes fatigué après tel travail, etc. Nous, on ne peut pas compter là-dessus. Et donc, c'est un moyen de faire parler le cheval encore différemment de ce qu'on observe par des données. Est-ce que dans le suivi locomoteur, est-ce qu'ils sont aussi je pense que les objets connectés d'un point de vue locomoteur sont beaucoup moins avancés que d'un point de vue médical. Et pour l'instant, ils ne sont pas très instinctifs et faciles d'utilisation. Donc j'ai essayé, très honnêtement, je m'y mets, mais c'est laborieux à mettre en place, c'est pas facile à lire quand on n'en a pas fait beaucoup. Donc je pense que c'est en train de se développer. Mais pour l'instant, c'est trop, on va dire, laborieux pour être utilisé au quotidien. En tout cas, voilà, il faut mettre 15 marqueurs, il faut filmer dans 15 situations différentes. Donc, moi, j'ai tendance à utiliser... Je fais des films et ça me donne une référence et que j'essaye de corréler ce que je vois à ce que le cavalier me décrit. Et d'ailleurs, ils peuvent aussi m'envoyer des films parce qu'ils connaissent la codification. Donc, dans quelles circonstances il faut qu'ils filment leur cheval pour m'envoyer les vidéos et qu'on voit comment ça évolue. Mais pour l'instant, je me fie encore à mes yeux et pas aux appareils. Ouais, c'est bien. Je pense que... Est-ce que je peux rebondir dessus? Peut-être. On a plus de temps. C'est bien. On a pas Mince. C'est bien. Non, mais je pense que ce que Aude vient de dire, c'est primordial. Et en fait, ce qui va s'en dire encore mieux en le disant, c'est que tous ces objets-là, c'est un peu comme l'imagerie, hein. On fait des progrès énormes en imagerie, ça ne remplacera jamais ce qu'on voit. Et l'examen clinique approfondi, et ce qu'on va observer du cheval, c'est des ajouts, mais ne se fier qu'à des valeurs sans regarder le cheval, c'est la meilleure façon de passer à côté de choses importantes. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui doit être... qu'on doit continuer à enseigner, et c'est quelque chose qui met du temps aussi à apprendre. C'est de l'imprégnation, c'est qu'il faut voir des chevaux, et apprendre à servir des appareils ne remplacera jamais ça. Ouais, et puis pas soigner une radio, mais soigner un cheval. Hein, et pas soigner une prise de sang. C'est bon, là tu dis. Oui, c'est juste complémentaire et ils permettent d'objectiver des ressentis.
quelle qualité recherchent les cavaliers chez les vétérinaires? J'imagine qu'il y a plein de qualités, que les vétérinaires ont plein de qualités. Que ça, que ça. Mais peut-être, c'est selon les cavaliers, selon les propriétaires. C'est la disponibilité, l'expérience, un peu de technicité, mais je pense que beaucoup demandent de la disponibilité à leur vétérinaire. Peut-être en premier avant les compétences. 24 heures sur 24. On ose espérer qu'il y a aussi un peu les compétences, mais... 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant les vacances. Non, mais... Et peut-être aussi qu'on parle le même langage, qu'on arrive à se comprendre. Oui. Parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de facteurs humains et que c'est... on n'associe pas n'importe quel cavalier avec n'importe quel vétérinaire. Oui, parce qu'après, ils recherchent aussi une grande technicité chez vous, mais après, ils n'arrivent pas forcément à comprendre ce que vous dites. Moi, j'espère que si, mais... Non, en tout cas, il faut qu'on arrive à communiquer. Voilà, oui, faut qu'on arrive qu'on soit sur la même longueur d'onde. Que le cavalier, on répond aux attentes du cavalier, mais que le cavalier ne nous demande pas des choses qui sortent de ce qu'on s'accorde à faire. Oui. Moi, c'est ce que je trouve beau dans notre métier, justement, c'est qu'il y a plein de niveaux de compétences ou de choses qu'il faut savoir faire convenablement et être empathique et être à l'écoute et aimer les chevaux. En plus d'être scientifiquement solide, tout ça fait... qu'on a un métier hyper intéressant, non? Super complet. Mais pour rebondir sur le côté, il faut qu'on se comprenne. Et je pense que tous les cavaliers n'attendent pas exactement la même chose de leur vétérinaire. Il y en a qui veulent que ce soit efficace, sans forcément chercher à comprendre, qui sont déjà partis quand on commence à expliquer au groom. Et d'autres qui, au contraire, vont être là tout le temps. Ou c'est le cavalier qui va emmener son cheval à la clinique, qui va rester là tout le temps parce qu'il veut comprendre. Et ça, on a de tout. Et je pense que c'est pour ça qu'on a aussi une variabilité des vétérinaires qui s'accordent plus ou moins avec le profil des propriétaires. Oui. Et une transparence aussi du vétérinaire. Oui, et compétences et confiance. Je pense que ça, par contre, c'est le principal aussi. Oui. Merci beaucoup. Maintenant, je vous ai posé plein de questions. Donc, je vais demander au public s'il y a quelqu'un qui a des questions. Merci beaucoup. J'avais une question par rapport au cheval de vraiment haut niveau dans vos expériences. Est-ce que par rapport à de la médecine peut-être un petit peu préventive ou de suivi, vous avez une fréquence à recommander pour les suivre par rapport aux échéances, par rapport peut-être à des chevaux vraiment qui sont sur le très très haut niveau? Alors, moi, je vais parler pour mon expérience, mais c'est vrai que, comme disait Julie, en début de saison, on aime bien voir les chevaux, donc ça dépend de la discipline dans laquelle les chevaux sont. Et puis, on les voit tous les 2 à 3 mois en fonction de ce qu'ils ont. Si tout va bien et qu'en plus, on a un contact régulier avec le cavalier, ça peut suffire. C'est sans doute différent sur le plan locomoteur. Ça se rejoint un petit peu, ça va être tous les 2 à 3 mois après une grosse période de concours. Souvent quand ils rentrent de tournée, quand ils ont fait plusieurs semaines d'affilée, et après c'est au cas par cas, mais en règle générale c'est vrai, c'est tous les 2-3 mois, et c'est bien de les voir en fin de saison, une fois quand ils sont au pire de ce qu'ils peuvent être. Je me cale là-dessus aussi. Je sais qu'il y a certains cavaliers qui aiment bien voir leur veto, alors plutôt ortho, au retour de concours, autour de chaque concours. Il faut que le veto habite vraiment à côté, mais vous verrez dans le numéro, on a une interview de Marc Dillasser qui a gentiment accepté de répondre aux questions. Et lui, le veto fait vraiment partie de son équipe très proche. Et tous les lundis ou tous les mardis, je crois, il est à l'écurie. Mardi. Et il regarde les chevaux. Alors, il ne va pas forcément traiter. Au contraire, le but, c'est de rien faire, mais de voir comment le cheval évolue et détecter le moindre petit truc qui pourrait aller de travers. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Je voulais juste... ajouter une petite nuance sur quand vous dites qu'un cheval qui n'est mentalement ou physiquement pas tout à fait bien, qu'il ne puisse pas du tout performer, je pense que ça c'est quelque chose qu'en tant que professionnel on devrait un petit peu faire attention à dire ça, parce que je pense qu'on a quand même énormément de chevaux qui performent très très bien. Je pense qu'on devrait dire qu'ils pourraient mieux performer s'ils seraient mieux, mais je pense pas qu'on devrait dire qu'ils ne peuvent pas performer s'ils sont mentalement ou physiquement pas au top.
Ça, c'est vraiment pas Oui, vrai du tout. pas à 100%. Parce qu'on a quand même énormément de chevaux qui montrent beaucoup de signes dans l'éthogramme de Sue Dyson, surtout sur les obstacles. On a énormément de coups de cul et tout ça. Les gens qui pensent que c'est parce qu'ils sont épiques, mais c'est pas du tout vrai. Donc ça, c'est quelque chose que je pense qu'on doit commencer à faire un petit peu plus attention à ça, pour aussi pouvoir le dire à nos clients, de faire attention que c'est pas toujours un signe de gaieté, et qu'il faut peut-être regarder un peu plus près. Puis on a aussi des chevaux de dressage qui se promènent avec des langues bleues sur le plus haut niveau. Donc dire qu'ils ne peuvent pas faire performer, je pense qu'il faut qu'on fasse un petit peu attention. Pour l'histoire des chevaux qui ruent, je pense que les cavaliers sont attentifs à ça. Hein. Ça fait partie des motifs de consultation, justement, quand le cheval rue entre les obstacles ou après, en règle générale, ils nous les montrent parce qu'ils pensent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, mais tout à fait. Il y a énormément de cavaliers, heureusement, qui sont très attentifs à ça. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas que nous faisions croire qu'un cheval qui n'est mentalement ou physiquement pas au top ne peut pas performer, parce qu'il le peut. Alors, quand on a commencé cette question, parce qu'on a débuté par cette question, moi j'étais dans l'optique du cheval de très haut niveau. Et pour faire ce qu'il fait, le cheval de très haut niveau, et sur le long terme, parce que là encore, le cheval de dressage, il doit progresser sur des années, le cheval de CSO aussi. Pour faire ce qu'il fait, il y a un moment, il faut qu'il soit bien. Mais effectivement, il va être capable de performer sur quelques concours, mais à un moment, on va trouver les limites de ça. Et c'était ça l'idée. Mais je pense que le risque de faire travailler un cheval qui ne va pas très bien, il n'est pas forcément dans le très haut niveau, mais peut-être dans les niveaux un petit peu inférieurs, où on demande justement un petit peu moins au cheval, où il va être capable de donner sans être à 100%. Et je pense que c'est pour ça que ce problème-là, il s'adresse à tout le monde et à tous les niveaux. Les grands cavaliers de haut niveau, parce que c'est la vitrine aussi, et parce qu'il y a eu des abus qu'il faut faire cesser, mais aussi l'amateur éclairé, ouais. L'amateur éclairé qui pense bien faire. Il faut voir par qui il a été éclairé. Si c'est par Google... moi, je leur dis toujours, parce que je leur demande d'où ils trouvent les informations, et quand ça vient de Google, je leur dis, mais vous faites quoi comme métier? Alors, peu importe, avocat, comptable. Je dis, allez poser une question à Google sur votre métier. Vous allez voir les abominations que vous avez trouvées. C'est n'importe quoi. Vous avez trouvé du bon et du très bon. Et en vétérinaire, c'est pareil. Donc, voilà. Je pense que dans l'éclairé, il faut faire très attention. Et c'est peut-être cette population-là qui est le plus à risque, enfin, de ce que je vois. Oui, qui a besoin d'éducation, en fait. Mais moi, je trouve que cette remarque sur l'éthogramme, qui a le mérite d'exister, donc c'est en fait une grille de 24 critères où on voit est-ce que le cheval bouge les oreilles d'une certaine manière, est-ce qu'on voit la sclère, est-ce qu'il sort la langue, est-ce qu'il a du mal à rester stable dans sa tête. Et ça, même pour moi, ça a été, quand ça a été publié, ça a été vraiment quelque chose de très révélateur, parce que je me suis dit, ces chevaux-là qui font ça, alors foyer de la queue et donner des coups de cul, c'est quelque chose de très évident, mais il y avait des choses beaucoup plus subtiles. Et on a fait un travail justement avec l'équipe de Lambay pour regarder sur les chevaux en fonction de leur confort et leur grade de maladie gastrique ou d'ulcère gastrique. Et on a vu que cet éthogramme qui avait été fait pour les problèmes musculo-squelettiques, orthopédiques, s'appliquait aussi à tout ce qui était interne. Et là aussi, ça rejoint ce qu'on disait, la communication sur le même niveau, c'est-à-dire qu'on est capable, le vétérinaire et le cavalier, de repérer les mêmes choses et de dire ensuite au cavalier, ça c'est un signe de douleur ou d'inconfort qui peut être associé à ça, ça ou ça. Donc, vraiment une bonne remarque. Merci beaucoup. Notre temps est écoulé, même si nous continuerons bien à échanger longtemps parce que le sujet est passionnant. Donc, je voudrais juste rappeler l'essentiel qu'il faut retenir. Le bien-être est un prérequis à la performance, que l'approche du cheval doit être globale parce que le problème n'est pas forcément toujours évident, et que la communication au sein de l'équipe qui entoure le cheval est fondamentale afin que la prise en charge du cheval soit efficace. Donc voilà, je vous remercie toutes les trois infiniment. Merci. Merci. Je passe la parole à Marie Neveu pour une immersion dans les coulisses de l'organisation vétérinaire des sports équestres pour CJO. Voilà, bonne continuation de soirée.
Merci pour cette table ronde passionnante. On a vu que nos chevaux étaient bien préparés. Donc maintenant, on va mettre un pied ou un sabot supplémentaire sur le terrain. Et pas n'importe quel terrain, vu que ça va être le terrain des Jeux Olympiques à Versailles. Donc j'appelle tous les intervenants de la table ronde. Nathalie Blanc, Anne Crousset et Thierry Grisard. Alors vous allez voir les coulisses, vous allez les découvrir et vous allez voir qu'il y a là aussi toute une équipe de vétérinaires qui est vraiment aux petits soins pour les chevaux. J'ai le plaisir donc d'accueillir pour cette deuxième table ronde les participants. Nathalie Blanc. Donc Nathalie Blanc est vétérinaire et elle est membre du Conseil national de l'Ordre des vétérinaires. À ses côtés, Anne Crousset. Anne Crousset est professeure à l'École nationale vétérinaire de Nantes, ONERIS. Elle est spécialiste en médecine interne. Elle est Veterinary Services Manager pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Elle s'occupe aussi de l'établissement de soins donc déclaré par le Comité olympique pour ces Jeux. Et Anne, on ne la présente plus, mais elle était déjà au JO en 2016, où elle gérait à Rio la clinique et la médecine interne pour les chevaux. Et puis, comme j'aime beaucoup la Normandie, pour ceux qui le savent, elle était sur les belles terres normandes aussi pour les Jeux équestres mondiaux en 2014. Donc, c'est pas rien, voilà, où elle gérait l'équipe vétérinaire. À ses côtés, Thierry Grisard. Donc, Thierry Grisard, vous êtes vétérinaire praticien en privé depuis 35 ans en clinique dans l'Ain. Vous êtes également vétérinaire FEI, donc Fédération équestre internationale depuis 32 ans. Et pour ces Jeux Olympiques de Paris, vous êtes donc responsable de la commission vétérinaire des JO. Alors, Richard Cord devait être présent parmi nous ce soir. Il a malheureusement eu des soucis professionnels, personnels, et il n'a pas pu être parmi nous, mais il tenait vraiment à participer. Richard, il est donc président de la Ligue française de protection du cheval. Il est également Horse Welfare Coordinator, donc c'est un nouveau poste dont on va parler ce soir dans le prolongement de la thématique du bien-être animal qu'on évoquait. Il a tenu à échanger avec vous indirectement. Il est venu il y a quelques jours dans nos locaux pour tourner en studio le message et l'explication sur son poste qu'il voulait partager avec vous. Donc je vous propose déjà de regarder cette vidéo avant de passer aux questions avec les intervenants. Ce nouveau poste de welfare coordinateur a été créé sous l'impulsion de Sylvie Robert, donc de la société GL Events, organisatrice des JO à Versailles, et du docteur Thierry Grisard, qui sera donc le président de la commission vétérinaire pour les Jeux Olympiques. Compétition équestre, dressage, jumping, para-dressage et complet. Ce poste a pour but de coordonner on va dire, toutes les actions des différents officiels qui sont concernés par la bientraitance du cheval en compétition. Donc, on cite en particulier les stewards, qui sont les premiers, on va dire, surveillants, si on peut dire, que tout se passe bien sur les aires d'exercice. Effectivement aussi les officiels de terrain, présidents, les juges étrangers. Ce poste a donc pour fonction non pas d'organiser, puisque déjà la bientraitance du cheval en compétition, elle est réglementée par le code de la FEI, mais simplement, on va dire, de fluidifier un petit peu ces problématiques éventuellement de bientraitance et d'avoir un support pour ce qui concerne surtout les stewards auxquels ils peuvent référer et de façon à avoir, on va dire, une autorité un peu plus marquée sur les aires d'exercice. À l'occasion de ces Jeux Olympiques de Paris 2024, et toujours sous l'impulsion d'ailleurs de Sylvie Robert, un comité d'éthique et bien-être a été créé pour ces JO, mais il n'a pas, on va dire, de fonction à être uniquement pour les JO. On espère bien d'ailleurs qu'il va poursuivre son travail. Ce comité regroupe beaucoup d'intervenants de la recherche, de l'IFCE, des vétérinaires, des professionnels de la filière équestre. Et il est important que ce comité puisse nous donner, on va dire, des informations à la fois scientifiques et peut-être ne serait-ce simplement techniques pour nous aider à bien saisir cette problématique de la bientraitance du cheval en compétition. Il n'a pas pour but de réguler. Il n'a pas pour but non plus de définir une réglementation. Simplement, il est intéressant d'avoir ce comité derrière nous pour pouvoir leur poser des questions et qu'ils puissent nous répondre effectivement. Les points de vigilance qui vont être particulièrement surveillés sont bien sûr toutes les attitudes de contrainte du cheval, que ce soit monté ou à l'écurie. Les stewards sont donc bien informés de tout ce qui doit être
on va dire, réglementés, tout ce qui est autorisé ou interdit. Et s'ils observent effectivement une attitude incorrecte, ils m'en réfèrent et on décide à ce moment-là ou non de prévenir la commission vétérinaire et le jury de terrain. Alors, je n'ai pas un rôle de sanction. Les stewards peuvent, directement donner un carton jaune, mais en règle générale, on essaye d'avoir une décision collégiale entre tous les officiels de la compétition, que ce soit les vétérinaires, les stewards, les juges. Les disciplines équestres, nous aurons plus de 80 vétérinaires bénévoles qui interviendront sur le site de Versailles. Ça prouve que les vétérinaires se sentent engagés d'abord pour les soins et la sécurité des chevaux et autrement aussi pour la bientraitance du cheval en compétition. Cette bientraitance, elle fait partie effectivement du cadre du bien-être et tous les vétérinaires sont bien conscients que ce rôle qu'ils doivent tenir est fondamental. Nous sommes les premiers, on va dire, porteurs d'alerte concernant la bientraitance animale. Merci vivement à Richard Cord qui rejoint les propos de la première table ronde. Alors, on découvre ce poste de Horse Welfare Coordinateur. Thierry Grisard, vous avez été dénoncé par Richard Cord. Vous en êtes à l'initiative. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur sa genèse, d'où ça vient et finalement même quel avenir on peut penser pour ce poste? Alors, je voudrais bien vous dire que je l'ai inventé et que j'ai eu l'idée, mais ce n'est pas vrai. Il se trouve que c'était peut-être prémonitoire, mais en 2019, l'AVEF m'avait demandé de faire une conférence sur la préparation et la gestion des urgences dans des situations exceptionnelles, dont les manifestations équestres, on va dire, d'une manière générale. Et j'avais fait la littérature étrangère à ce moment-là, parce qu'il n'y avait pas grand-chose de publié en français. Et dans un article néo-zélandais, on décrivait une scène d'accidentologie où on avait un cheval par terre, les vétérinaires au chevet du cheval en train de s'en occuper, donc dans ce qu'on appelait la zone chaude ou la zone rouge, autour des assistants qui sont là pour aider les vétérinaires, leur passer le matériel, on va dire gérer aussi le fait qu'ils puissent être au calme, hein, entre autres s'assurer par exemple qu'on a des écrans par vue et des choses comme ça. Et puis à l'extérieur de cette zone-là, dans la zone dite froide, il y avait un Horse Welfare Officer, donc qui est quelqu'un qui est dont le but est de s'assurer que tout soit fait de façon à ce que le cheval soit traité comme il le doit et avec le respect et le souci de son bien-être. Oui. Donc c'est un poste qui apparaît là, éventuellement qu'on pourrait voilà. revoir dans d'autres compétitions internationales. J'ai trouvé cette idée super intéressante. Et quand la FEI m'a proposé d'être le président de la commission vétérinaire pour les Jeux, moi j'ai eu l'idée de leur proposer de créer ce poste pour la première fois à l'occasion des Jeux. Alors, on voit par cet exemple que préparer les Jeux Olympiques, c'est un travail de longue haleine, ça engage beaucoup de réflexions auparavant. Vous êtes donc responsable de la commission vétérinaire. Quels ont été les grands axes de réflexion et pour vous les enjeux? On est là à un mois des JO, mais rétrospectivement, quelles sont les grandes thématiques qui vous ont animé? Déjà, la plus grande thématique, c'est de constituer une équipe dont Anne est la cheville essentielle, puisque en tant que justement manager des services vétérinaires, elle a eu la lourde tâche de tout coordonner. Et quand on dit tout, ça va de staffer la clinique et de s'assurer qu'on ait bien tous les vétérinaires dont on a besoin, avec les contraintes de leur contrat de bénévole et de la charte des bénévoles qui nous est imposée par Paris 2024, la signature des conventions avec les fournisseurs, de s'assurer qu'on ait un laboratoire, et en l'occurrence c'est la BO qui va faire les analyses directement sur place avec un LabO truck qui ressemble à un petit food truck dans lequel on aura tout. C'est le camion ambulant, on a voilà, tout le temps. y compris les PCR. C'est tout un tas de détails de préparation en amont, de savoir comment on va sécuriser ce qu'on appelle le FOP, le Field of Play, donc où est-ce qu'on va se placer autour de la carrière, où est-ce qu'on va se placer sur le parcours de cross, comment est-ce qu'on répond aux urgences.
Est-ce qu'il faut 1, 2, 3 postes de secours sur le parcours? Voilà, il se trouve que la géographie du site et le fait qu'on soit 2 fois sur des pontons pour traverser le Grand Canal, ça nous a multiplié un peu les secteurs par rapport à une épreuve classique, et on aura 6 secteurs différents. On va avoir un vétérinaire par obstacle, 6 groupes de zones avec à chaque fois un anesthésiste, un urgentiste. Et pendant ce temps-là, on fait tourner une clinique avec Aude Gaëlle comme administratrice de la clinique et des spécialistes en médecine interne, en imagerie, en chirurgie. Donc voilà. Tout ça, ça se prépare longtemps à l'avance. Et comme je vous ai dit, on a cet écueil supplémentaire du Grand Canal. Donc, il faut gérer. Et ça a été préparé aussi avec les pompiers donc du 10-78. C'est des risques supplémentaires, en fait. Ouais, le cas d'un cheval qui voudrait aller se baigner. Anne, alors, Veterinary Services Manager, on imagine que l'équipe est énorme, est importante. Comment elle est structurée en termes humains? C'est quoi une équipe de vétérinaires à chapeauter? Comment on la chapeaute? Quels sont les différents profils, facettes, spécialités? Comment ça s'organise? Alors, Thierry a commencé à répondre à la question. En fait, il y a, on va dire, 3, c'est pas des niveaux, hein, c'est pas du tout la question, mais 3 types de vétérinaires. Il y a effectivement les vétérinaires officiels qui sont représentés par Thierry. Ils sont 4 dans la commission vétérinaire. Parmi ces vétérinaires officiels, il y a aussi les vétérinaires antidopage. On a d'ailleurs une d'elles ici, puisque c'est Marie Grand-Colot-Chabot, pour ne pas la citer. Et donc, tous ces officiels ont été désignés par la FEI et choisis par la FEI. Et après, on a aussi ce qu'on appelle les examining vets, qui sont des vétérinaires qui viennent particulièrement pour le CSO pour regarder les membres, la thermographie, etc. Après, on a ce qu'on appelle, pour les Jeux Olympiques, donc particulièrement, ce qu'on appelle les NTO, les National Technical Officers, qui sont là, nous, choisis par le comité d'organisation. Donc, comme l'a dit Thierry, on va avoir une spécialiste de médecine interne, une spécialiste de chirurgie, des imageurs, un vétérinaire qui fait de la physiothérapie. Enfin, voilà, on a toute une liste. Et des gens aussi, parce que j'ai eu le rôle, effectivement, de chapeauter l'équipe vétérinaire, mais en fait, ça va plus loin que ça, puisque c'est aussi les ASV, aussi les étudiants vétérinaires et aussi les maréchaux. Donc voilà, tout ça, ça fait effectivement une équipe. Et après, on a effectivement les vétérinaires bénévoles qui ont postulé sur le site de Paris 2024, qui sont parfois, c'est pas acharnés, mais qui ont eu un parcours un peu difficile parfois. Tout ça une grande équipe de combien au total? Presque on compte plus. 63 vétérinaires bénévoles et en tout plus de 80 vétérinaires, 90 vétérinaires qui seront dans l'équipe. Alors, on parle de vétérinaire. Moi, j'ai tenté avec ma carte vétérinaire de rentrer, mais ça n'a pas marché. Et Nathalie Blanc va nous expliquer. Il y a des prérequis, si je comprends bien. Je ne peux pas venir non plus des États-Unis facilement comme ça. Comment ça se passe alors? Non, alors, comment ça se passe? Il faut que je vous rappelle quand même comment ça se passe en France. Donc, on a le Code rural de la pêche maritime qui définit dans ses articles L241, 1 à 3 les conditions d'exercice des vétérinaires en France. Donc, il y a 2 types de possibilités d'exercer. La première est l'établissement où donc, on s'inscrit à l'ordre. Il y a 2 prérequis qui sont d'être de nationalité française ou européenne et d'avoir un diplôme français ou européen. Mais également, les vétérinaires qui sont établis dans un pays européen peuvent venir occasionnellement et temporairement exercer des actes sur le territoire français en se déclarant à l'ordre sur, c'est pas une liste, mais en se déclarant comme libre prestataire de service. Donc seuls ces 2 types de vétérinaires peuvent exercer en France. Et bien évidemment, là, à l'occasion des Jeux Olympiques, nous avions non seulement des vétérinaires d'équipe qui allaient venir sur le territoire hors UE, mais également des vétérinaires FEI qui viennent, comme le disait Anne, pour déterminer la sensibilité des chevaux, des membres. Et ça, en fait, on a une définition de l'acte vétérinaire en France qui est très large. Et ça relève de l'acte vétérinaire et donc de l'autorisation d'exercer en France. Donc là, on a réussi à
finalement autoriser ces vétérinaires hors... Et d'un point de vue pratique, comment vous faites? Alors, comment vous autorisez? Vous recevez un dossier? Comment ça se passe? Voilà. Alors, bon, déjà, en fait, la loi olympique du 17 mai 2023 a permis, sous le contrôle du comité olympique, d'établir une liste de vétérinaires qui pourront venir exercer uniquement pendant la préparation et les épreuves exercées au sein des terrains des Jeux olympiques. Voilà. Et donc cette liste, elle est définie par arrêté. Et là, à ce moment-là, effectivement, on a dû vérifier tous les dossiers. Donc les 80... Un diplôme, par exemple? Alors, par exemple, un diplôme. Alors, c'est variable en fonction des différents types de vétérinaires. Mais bon, donc pour ce qui est de la libre prestation de service qui est courante, donc un dossier à remplir, un diplôme, un certificat de bonne conduite établi par l'ordre, donc ça c'est pour l'Europe, et donc on a demandé pour les vétérinaires hors UE également le diplôme, un certificat de bonne conduite établi par l'ordre ou par les structures en charge de la profession vétérinaire, puisqu'il n'existe pas des ordres dans tous les pays, et évidemment une preuve de nationalité. Donc, on a eu à peu près 80 dossiers pour l'organisation des Jeux Olympiques et on a eu à peu près 170 vétérinaires équipes. 170 vétérinaires équipes pour combien de chevaux? Pour 200. Mais alors après... Des chevaux bien chouchoutés, bien encadrés. Voilà, après, il y en a certains qui ne viendront pas. Je pense qu'ils ont établi une liste large. Et puis, évidemment, il y a un vétérinaire équipe par épreuve, donc CSO, concours complet, dressage. Voilà. Et avant de rentrer dans les coulisses de la clinique, comment on met en place comme ça une clinique vétérinaire en plein champ, j'ai envie de dire, même si c'est les terres du château? Effectivement, vous savez que l'exercice vétérinaire ne peut pas être forain, donc on ne peut pas s'installer n'importe où, n'importe comment. Et normalement, c'est le vétérinaire en exercice qui déclare son établissement de soins vétérinaires, qui est défini par l'arrêté du cahier des charges des établissements de soins. Et donc là encore, la loi olympique a permis au COJO de demander au comité olympique, au comité organisateur des Jeux Olympiques, de demander au Conseil national de l'ordre l'ouverture d'une clinique avec tout ce qui en incombe. Hein. Donc, on a eu une vraie demande d'ouverture de la clinique vétérinaire avec des conditions générales de fonctionnement qui seront disponibles pour les propriétaires, les détenteurs, les cavaliers. Voilà, donc vraiment exactement comme n'importe quelle clinique vétérinaire en France. On est dans les règles, on est rassuré pour le DPE. Maintenant qu'on a cette clinique dans les règles, qu'est-ce qu'on y trouve, Anne, dans cette clinique? Alors, comment ça s'organise? Jusqu'où on va dans les soins et quel est le matériel et l'organisation? Alors, on y trouve des vétérinaires. Et donc, on va avoir beaucoup de matériel. On a du matériel radio, on a 2 échographes avec 5 sondes à chaque fois. On a de quoi faire une échocardiographie, de quoi faire des ECG. De l'ancêtre des ECG dont tu as parlé tout à l'heure. Est-ce que j'ai un box éventuellement où je peux coucher un cheval s'il y a besoin? Oui, on a 3 box standards et on a un box capitonné qui va nous permettre, si jamais on a un cheval couché par exemple sur le cross qu'on doit ramener, qui pourra se relever dans des bonnes conditions. Donc oui, on a essayé de penser à tout. Il y a une pharmacie, je suppose, il y a à disposition des médicaments. Je vais peut-être me retourner d'ailleurs vers Nathalie Blanc. On peut avoir des médicaments vétérinaires. Je suis vétérinaire étranger, je peux venir avec ma trousse ou je peux commander? Alors en fait, il y a deux dispositions. La première disposition, c'est celle de la clinique Equine. Donc les seuls ayant droit du médicament vétérinaire en France sont les vétérinaires libéraux. Donc il fallait que ça soit tenu par un vétérinaire libéral. Donc ça sera Haute-Gaëlle qui commandera les médicaments pour l'activité au sein de la clinique. Pour ce qui est des vétérinaires d'équipe, ils ont le droit d'importer leurs médicaments dans des quantités raisonnables pour l'événement. Et les médicaments qui ne seront pas utilisés devront ou repartir avec le vétérinaire ou être détruits sur place.
Et donc, ils seront dans le cadre, pendant les épreuves, dans un coffre sous clé par délégation et ne pourront pas être utilisés n'importe où. Voilà. De même, si un vétérinaire hors UE, par exemple, ne dispose pas d'un médicament et voudrait faire un soin à ce cheval, c'est la réglementation française qui s'applique. Et donc, l'examen clinique, la prescription et la délivrance devront être réalisés par les vétérinaires qui sont autorisés à exercer dans la clinique. Entendu, c'est très clair. D'autres précisions sur le fonctionnement de cette clinique et justement l'utilisation de la pharmacie ou plus largement avant qu'on sorte un petit peu de la clinique pour aller voir les écuries. Je voulais juste rebondir sur ce que Nathalie a dit. Donc oui, les vétérinaires, bien sûr, d'équipe ont le droit de soigner leurs chevaux pendant les épreuves. Et on a en fait ce qu'on appelle des treating box. Donc on a toute une tente avec 10 box où les vétérinaires, donc ils ont interdiction de soigner un cheval dans leur box, le cheval dans son box. Ils doivent venir effectivement dans ces box-là qui sont, on en a parlé tout à l'heure, Richard en a parlé des stewards qui surveillent tout ça. Donc oui, c'est très encadré quand même, et même si effectivement ils ont le droit d'apporter les médicaments qu'ils souhaitent. Et on a, nous aussi, mis à disposition donc, toute une liste de médicaments qui ont été transmis aux vétérinaires d'équipe. Ils savent qu'ils peuvent avoir des médicaments par nous, mais en tout cas délivrés effectivement par la clinique, par les vétérinaires. Alors, on a une clinique qui est formidable. On a aussi des installations que j'ai pu voir de plus ou moins près, mais qui sont formidables pour les chevaux, notamment au niveau des écuries. Qu'est-ce qui vous a animé, j'ai envie de dire, dans la structuration de ces écuries? Il y a des zones de grazing, de cooling. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus comment c'est organisé et dans quel sens? Donc déjà, les écuries, c'est 2 très grandes tentes, mais avec des barns de 20 box qui sont complètement séparés les uns des autres, avec un système de ventilation. C'est pas un grand barn pour tout le monde Non, oui. Non. On a fait l'expérience de ce qui s'est passé à Valence. On a dit, on va pas recommencer, on va surtout pas faire la même chose. Donc non, c'est des grandes tentes, mais les barns sont complètement séparés les uns des autres, un système de ventilation complètement séparé. Il y a même de la clim, je dois dire, parce que ce soir, ça fait sens, n'est-ce pas? C'est pas de la clim. On rafraîchit. Ouais. Mais c'est pas de la clim. Ouais. Mais par contre, un objectif de pour pas qu'il y ait un gradient différentiel. Voilà. Pour pas qu'ils aient un choc thermique, mais par contre, on a testé, on a eu le test, ce qu'on appelle le test Steven des chevaux de pentathlon la mardi, où il faisait quand même très chaud. Et non, les chevaux étaient vraiment bien, il faisait frais dans les écuries, donc on est très contents, ça fonctionne très bien. Et donc oui, ils ont les grandes allées, ils ont une grande allée de Versailles en fait pour aller brouter, donc c'est juste royal, on peut le dire. Ils sont sous les arbres, ils vont être au frais. On a des tentes qui vont leur permettre de se rafraîchir avec des ventilateurs qui sont branchés sur l'eau. Ils ont la possibilité aussi, ils ont une piste de galop, soit sur l'herbe, soit sur le sable, donc ils peuvent aller aussi se défouler. Alors c'est vrai que ça sert plus aussi aux chevaux de complet, mais les autres peuvent aller galoper aussi s'ils ont envie. Voilà, donc tout a été, on a essayé de penser à tout. On a pensé aussi aux moustiques, au temps, parce que bon, il fait chaud et il fait aussi humide parce qu'il y a de l'eau, donc ça peut attirer les insectes. Donc on a essayé d'avoir effectivement une vue globale du bien-être du cheval pour essayer de faire attention à tout. Et vous citiez, Thierry Grisard, que sur le site de Versailles, on ne pouvait pas faire tout ce qu'on voulait. C'était classé. Je pense notamment à la gestion des moustiques. Moi, je serais venue avec... Donc c'est pas comme ça. Une zone Natura 2000. Tout le parc est classé, y compris les arbres. Donc effectivement, on ne fait pas ce qu'on veut. On ne peut pas jeter les effluents. Par exemple, on va désinfecter les box. Comment on fait pour gérer, par exemple, les effluents et mettre du désinfectant sur le sol de Versailles. Donc, on réaspire nos liquides désinfectants si on en a. Tout ce qui est fait pour la prévention contre les moustiques, c'est du bio et compatible avec la norme Natura 2000. Et l'eau qu'on va utiliser pour refroidir les chevaux, c'est de l'eau de qualité alimentaire. Donc, on n'a pas de souci avec ça. Alors, nos chevaux sont arrivés sur le terrain. Quelles sont les premières étapes qui sont à gérer à l'arrivée des chevaux, notamment d'un point de vue sanitaire et biosécurité? Donc, la FEI a mis en place depuis très longtemps une réglementation qui est maintenant encore plus suivie depuis ce qui s'est passé à Valence, parce qu'en fait, il y a eu la FEI Horse App qui permet donc de rentrer les températures des chevaux avant qu'ils arrivent.
Donc la première étape, c'est le contrôle des vétérinaires qui va prendre la température des chevaux, faire un bref examen clinique, mais au moins aussi les ausculter parce que c'est des athlètes, comme ont très bien dit les 3 intervenantes précédentes, et qu'il faut effectivement voir dans quel état ils arrivent. Si jamais, par exemple, on a un cheval qui a une température au-dessus de 38,5, on a des box d'attente où on va pouvoir les laisser se reposer un petit peu. Peut-être qu'ils ont juste chaud parce qu'il a fait chaud dans le camion. Reprendre la température et ensuite décider effectivement si on les laisse rentrer. Donc voilà, surtout faire attention à ne pas rentrer de cheval qui puisse être potentiellement contagieux. On a aussi des box d'isolement dans l'enceinte FEI. Donc ça, c'est vraiment la première étape, effectivement, de s'assurer que les chevaux vont bien. Et puis, ils ont un contrôle aussi avec la Horse Inspection, qui est gérée par les vétérinaires FEI, qui les regarde trotter et qui s'assure aussi... Ça, c'est avant les épreuves, on regarde déjà avant les épreuves et aussi entre les épreuves, comment ça se passe? Une fois qu'ils sont admis à rentrer dans les écuries, c'est-à-dire que, on va dire pour faire simple, les internistes leur ont donné une green card pour rentrer. Et quand on dit, Anne disait les chevaux, ça veut dire que si un cheval est suspect, s'il y en a un qui a plus de 38,5, tous les chevaux du camion vont aller à l'isolement. Donc on essaie vraiment d'avoir le maximum de biosécurité et de minimiser les risques d'avoir de nouveau des épidémies comme ça a été le cas à Valence ou sur d'autres concours. Et donc une fois que ces chevaux ont été admis dans les écuries, avant leurs épreuves, ils vont avoir une première visite, donc l'inspection vétérinaire, où effectivement on les regarde évoluer au pas et au trot, et on s'assure de leur aptitude à participer à la compétition, fitness to compete dans le jargon de la FEI. Et dans le cadre des Jeux Olympiques, on a une seconde inspection, soit après le cross-country pour les chevaux de complet, soit avant les phases finales pour les chevaux de dressage et les chevaux de jumping. Et la bonne chose, c'est que c'est un avis collégial, c'est-à-dire que on n'est pas tout seul à décider. On n'est pas tout seul à décider. Et la deuxième bonne chose, c'est que les vétérinaires qui ont été choisis pour faire cet examen, déjà, on a déjà eu l'occasion de travailler ensemble, et surtout, on a déjà eu l'occasion de voir ces mêmes chevaux olympiques, ou en tout cas présélectionnés, sur d'autres concours où on a déjà été nommé, ce qui fait qu'on se fait quand même une idée de ce qui est normal ou pas pour un cheval. C'est-à-dire que malheureusement, comme aime à dire Jean-Marie Denoy, la symétrie, c'est pas la norme. Voilà. Et donc, on sait que on doit accepter, ou en tout cas, on ne doit pas considérer comme anormal un certain degré d'asymétrie. La bonne chose de les voir régulièrement, et ça c'est ce que je fais aussi dans ma pratique quotidienne, c'est que quand on les voit régulièrement, on sait s'ils sont comme d'habitude ou pas comme d'habitude. Voilà. Et si un cheval est jugé pas comme d'habitude ou trop asymétrique pour être accepté, il va aller dans ce qu'on appelle la holding box, où là il est examiné, palpé, et où on doit se faire une idée de savoir s'il a un problème aigu, et entre autres par exemple un problème de tissu mou qui le rendrait... soit inapte, soit en tout cas qui rendrait la pratique du sport dangereuse pour lui, et à ce moment-là on va le retirer, soit plutôt une asymétrie chronique, quelque chose qu'on connaît, qui est si possible bien documenté, et à ce moment-là le cheval on va le réinspecter. Alors vous disiez que le parcours était particulier, notamment je pense pour le cross, mais donc il y a des exercices en amont qui ont été effectués avec l'ensemble des membres de l'équipe vétérinaire. Quel type de situation évacuer un cheval, sortir un cheval de l'eau, qu'est-ce qu'on prépare en amont de ces JO? Alors, pour l'instant, on n'a pas encore sorti de cheval de l'eau, mais en fait, on a fait une grande journée de répétition le 22 avril à Fontainebleau, à l'occasion du Printemps des sports équestres. On a réuni plus de 80 vétérinaires à ce moment-là. Et oui, on a fait des petites formations théoriques, expliquer un peu aussi comment est le site, parce que c'est vrai que c'est un site tout nouveau, quoi. Et surtout faire des exercices pratiques l'après-midi, donc immobiliser un cheval. On a eu Fabrice Rossignol qui est venu de la clinique de Grosbois. La clinique de Grosbois sera notre clinique de backup, si jamais on a des soucis, parce qu'en fait, dans notre clinique éphémère, j'ai dit qu'il y avait plein de choses, mais on peut quand même pas faire de la chirurgie de haut niveau.
Certaines interventions chirurgicales, Voilà. coliques ou Exactement. orthopédiques peuvent être référées sur des cliniques. Tout à fait. Ils partiront. Alors, nous, notre clinique de référé est Grosbois, mais si les propriétaires veulent aller ailleurs et puis retourner chez eux, par exemple, parce que c'est pas forcément très très urgent, c'est toujours eux qui décident de toute façon. Mais voilà. Et on a eu l'intervention aussi d'un pompier anglais qui fait que des formations pour beaucoup de vétérinaires sur les hippodromes en Angleterre et qui a été très très bénéfique pour tous les vétérinaires, justement avec un mannequin qui nous avait été amené par les pompiers du SDIS 77 là pour le coup. Et voilà, on a fait plein de manipulations, mis le cheval dans plein de positions différentes pour apprendre, enfin, ou en tout cas conforter le savoir-faire, et c'est surtout pour voilà, que tout le monde ait les mêmes informations et que tout le monde sache comment réagir le jour J. Et particularité du cross, je crois qu'il y aura un vétérinaire par obstacle de cross, non Thierry, vous m'aviez dit, Juan? Alors, il y a 21 vétérinaires sur le cross, 12 vétérinaires, enfin, il y a 6 zones qui sont des zones d'action, on va dire, donc il y a 2 vétérinaires par zone. En tout, en fait, et dans la cooling zone, c'est-à-dire dans l'arrivée des chevaux, on a 2 autres vétérinaires, donc on a 35 vétérinaires sur le cross, donc c'est énorme. On est bien plus nombreux que les médecins, donc voilà. Je ne dis pas qu'il faut chercher l'erreur, mais peut-être que le cheval est au cœur de, de nos préoccupations. Et on continue à se préparer, parce que la semaine prochaine, il y a un cheval qui va descendre volontairement dans le Grand Canal en utilisant... Plongeon. Non, on a Plongeon volontaire. fait fabriquer des rampes en bois dont on espère qu'elles nous permettent de sortir un cheval par ses propres moyens du canal, parce que le canal, c'est des bords francs. Oui. Il n'y a nulle part une pente pour faire sortir un cheval. Donc, mais comme on ne va pas le jeter dans l'eau, on a pris un cheval de trek, donc discipline de randonnée équestre, et il devrait, si tout se passe bien, descendre par ses propres moyens dans l'eau et en sortir par ses propres moyens. Donc on continue à tester. On va tester. J'ai vu ça sur les piscines de chiens. On va voir sur le Grand Canal avec les chevaux. Parce que je voulais juste rajouter que les pompiers du SDIS 78 s'entraînent. Ça fait plusieurs lundis de suite. Et ils s'entraînent tous les lundis avec les 4 vétérinaires qui vont intervenir, parce qu'il y a aussi 4 zones sur le canal. Donc en fait, c'est pris très au sérieux, même si le risque est infime. On s'est dit qu'on ne pouvait pas négliger ce risque. Enfin, c'est impossible. Et donc, on a mis toute une organisation en place, effectivement, pour faire face à ça. On voit que c'est une organisation très millimétrée partout. C'est assez impressionnant. C'est millimétré et vous êtes donc, Thierry, responsable de la commission vétérinaire à la FEI. Il y a donc des évolutions qui sont possibles. On voit au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des épreuves, quelle est la marge d'évolution justement sur les réglementations qui apportent déjà beaucoup. Vous m'aviez promis un scoop. Alors moi, je suis journaliste, j'attends le scoop ce soir. Bon, alors, la réglementation, elle évolue tous les ans. Le règlement vétérinaire de la FEI évolue tous les ans. On a la possibilité, par le biais des fédérations nationales, de proposer des évolutions à la règle. Voilà. Et il se trouve que j'étais de service, on va dire, pour les finales de Coupe du Monde cette année à Riyad. Et que malheureusement, on a eu une fatalité, c'est un cheval qui est mort dans les écuries. C'était le jour de mon 60e anniversaire, c'est pas un très bon souvenir. Et donc, la réflexion à l'issue de ça, et la proposition qu'on va faire, les instructions qu'on va donner aux vétérinaires d'équipe, c'est de bien faire la balance bénéfice-risque de tout ce qui va être administré aux chevaux, avant ou après les épreuves, de ne rien utiliser hors AMM et de préférer la voie orale pour tout ce qui est prouvé actif par voie orale par rapport à la voie injectable. Voilà. Oui. Je pense qu'il y aurait des réactions. Afin de conclure et de laisser la place aux questions dans la salle, une question à chacun d'entre vous. Dans quel état d'esprit vous êtes et dans quelle attente vous êtes par rapport à ces JO-là? On est maintenant à moins d'un mois. On est impatient d'y être. Et voilà, on espère qu'on va travailler le moins possible, en tout cas sur l'aspect traumatologie, médecine interne, tout ça, et donner le plus beau spectacle possible, la meilleure représentation possible de notre sport. Voilà. Anne?
Oui, c'est exactement pareil. Moi, j'ai hâte que ça commence. On a eu encore une fois là, ce test avec les chevaux de pentathlon mardi. Voir les chevaux, le premier cheval arriver sur le site, c'était juste, ça faisait vraiment quelque chose. Parce que ça fait plus de 2 ans qu'on se prépare à tout ça. Et effectivement, voir le cheval arriver, ensuite le voir arriver sur le terrain de compétition, c'était, c'est vraiment quelque chose ça fait quelque chose, quoi. Donc, oui, très impatiente que ça commence. Nathalie, un dernier mot avant ces JO. Ah oui, alors effectivement, je pense qu'il y a eu un gros travail de fait et on espère que tout se passera bien. Nous, on a été assez satisfaits du fait qu'on ait été prévenus bien en amont et qu'on a pu anticiper et que tout soit véritablement dans les règles, ce qui n'a pas forcément été le cas avant. Donc, on était très contents d'avoir participé à ces Jeux Olympiques. Même si nous, malheureusement, c'est la réglementation et c'est peut-être pas ce qui est le plus marrant. C'est indispensable aussi, c'est au service du cheval, du cavalier et même des sportifs et du public. Merci vivement pour ces interventions. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions. On en prend quelques-unes quand même, oui. Bravo. Juste savoir si vous avez des photos, une vidéo. Ah, des photos, une vidéo. C'est tout. Alors, le parcours de cross et les obstacles sont encore strictement confidentiels. Donc, malheureusement, on ne peut pas vous montrer ça. Je pense qu'on trouve sur les réseaux sociaux des photos et des vidéos du site. Entre autres, il y a des vues aériennes faites par drone qui sont suffisamment impressionnantes, je pense. Sur le site du château de Versailles, ils publient beaucoup de choses. Ouais. Et peut-être sur les smartphones personnels, pendant le pot, on aura 3. Non. Des questions? 2 questions là? Oui, je voulais savoir s'il y avait quelque chose de prévu en cas d'accident en termes de communication. Alors, il y a une règle de la FEI qui est le fait qu'il y ait un Crisis Management Team et qui est accordé avec la communication de Paris 2024. Donc les deux, à la fois la FEI et le COJO, définissent des porte-paroles qui sont habilités à rendre les choses publiques ou non. Deuxième question. Merci beaucoup, c'est encore super intéressant. Je rebondissais plutôt sur ce que Dr Cord avait dit au départ. Il avait parlé de... lui, il sera Horse Welfare Coordinator. Il a plutôt fait référence à tout ce qui se passerait côté steward et puis les attitudes des chevaux quand ils travaillent et tout ça. Donc, ça m'intéresse beaucoup. Je voulais aussi savoir qu'est-ce que vous allez mettre en place exactement pour observer les langues bleues que nous, on a de nouveau pu observer avec Crispin Paredes-Johannesson qui était avec moi et avec Annette Graff de l'association des vétos et européens. On les a de nouveau observés aussi à Fontainebleau, comme il avait déjà pu faire à Amsterdam et Newminster. Qu'est-ce que vous allez mettre en place côté discipline de dressage pour observer des langues bleues sur les chevaux de dressage de haut niveau? Donc, pour le coup, ça c'est vraiment la question du président de jury et des stewards. Nous, dans ce cas-là, je ne vais pas vous dire malheureusement parce qu'on essaye de changer les choses de l'intérieur et je pense que ça évolue plutôt dans le bon sens, même si c'est sûrement trop lentement au goût de beaucoup de personnes. Mais on peut juste signaler au président de jury et les stewards le font déjà bien assez. Est-ce qu'ils sont assez entendus? Je ne sais pas. Le monde du dressage est, comme vous le savez tous, lié à un jugement très subjectif. Je tiens vraiment à remercier vivement les conférenciers, déjà par la qualité de leurs interventions, c'était vraiment passionnant. Et je les remercie également beaucoup parce qu'ils sont très sollicités actuellement, comme vous devez le concevoir par rapport à ces JO. Ils ont pris le temps de venir aujourd'hui, ils ont pris le temps d'échanger avec nous en amont de ces débats et c'était vraiment avec beaucoup de gentillesse et beaucoup d'écoute. Je vous en remercie toutes et tous.
Et on donne rendez-vous, bien sûr, aux équipes de France à Versailles. Je n'ai pas parlé de médailles, je suis restée neutre. Mais on est capable de belles performances. Et en tout cas, merci à l'équipe vétérinaire qui suit. C'est vraiment très enrichissant et on voit qu'on avance beaucoup. Bernardo, un dernier mot pour conclure la journée. Un dernier mot, et c'est vraiment merci beaucoup à tous. J'espère que ces débats sont utiles à la cause de l'animal et des sports qu'on aime, et puis qui vont contribuer au fait que les sports équestres continuent à être un des sports olympiques et que la pratique du cheval continue dans les meilleures conditions possibles. Merci beaucoup à tous.